Mon fils a construit une cabane dans les arbres avec son grand-père. Nous nous sommes réveillés un matin et elle avait disparu, coupée en morceaux à la tronçonneuse. Elle n'était pas sûre et bloquait notre vue, a dit le voisin. Je n'ai pas dit un mot. J'ai conduit 2 villes plus loin, j'ai ramassé quelque chose et j'ai attendu la tombée de la nuit. Nous avons déménagé à Maple Ridge, Ohio, juste après le divorce. J'avais besoin de m'éloigner de la ville, trop de bruit, trop de souvenirs et pas assez d'espace pour que mon fils soit un enfant. J'ai trouvé une petite maison de 2 chambres dans une rue calme avec un grand jardin et un vieux sycomore qui semblait être là depuis 100 ans. Mon père a emménagé 6 mois plus tard. Il était seul aussi, ma mère est décédée il y a des années et il ne s'est jamais remarié. C'était le genre d'homme qui ne disait pas grand-chose, mais qui avait toujours quelque chose en cours dans le garage. Les outils étaient accrochés au mur comme s'ils faisaient partie d'un sanctuaire. Quand il a proposé de construire quelque chose avec Caleb, mon fils, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je pensais qu'ils cloueraient quelques planches ensemble et appelleraient ça un fort. Mais c'est devenu leur truc. Tous les samedis et dimanches, toute la journée, ils étaient tous les deux dehors, sciants, perçants, riant. Caleb avait 8 ans, mais on ne l'aurait pas deviné à la façon dont il écoutait mon père. Il suivait chaque instruction, mesurait chaque poutre 2 fois. Mon père lui a montré comment niveler la base, ancrer les supports, renforcer les coins. Ils n'ont pas acheté de kit, ils n'ont pas pris de raccourci. Ils l'ont construit à partir de 0. Cela leur a pris 5 week-ends. Ils ont construit une petite terrasse avec une balustrade, une trappe avec une échelle. Ils l'ont peinte en bleu et rouge. Caleb a trouvé le nom, la Vigie. Il a même fait un panneau pour elle. À l'intérieur, il y avait 2 chaises pliantes, une lampe de poche, un talkie-walkie et les vieilles jumelles de l'armée de mon père. La nuit où elle a été terminée, Caleb a supplié de dormir dedans. Nous l'avons laissé faire. Je l'ai vérifié 2 fois, il dormait profondément avec sa lampe de poche encore allumée. Cette nuit-là a signifié le monde pour lui. 3 jours plus tard, je me suis réveillée tôt et je suis sortie avec mon café, comme toujours. C'est alors que je l'ai vue. Disparue. Pas démontée, pas enlevée avec soin. Détruite. En morceaux. Des morceaux de bois peints partout, des éclats sur toute la pelouse. La terrasse était brisée, l'échelle avait disparu. Et l'arbre, le sycomore, avait des entailles profondes à la base où quelqu'un avait tronçonné directement une partie du tronc. On aurait dit qu'une tempête l'avait frappé, mais le ciel avait été clair toute la nuit. J'essayais encore de comprendre quand j'ai entendu une voix derrière moi. Elle n'était pas sûre et bloquait notre vue. Je me suis retournée. C'était notre voisin, Monsieur Burgess. Il se tenait là, dans son allée, comme si de rien n'était. Il portait un pantalon kaki et une chemise boutonnée, comme toujours. Pas un cheveu de travers. Sa femme, Marie, se tenait derrière lui, tenant leur petit chien. Je n'ai rien dit au début. Je ne pouvais pas. Mon esprit était figé. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder fixement. Vous auriez dû obtenir un permis, a-t-il dit. Cette chose était une responsabilité. Sans parler de la horreur visuelle. Puis il s'est retourné et est rentré chez lui. Je suis restée là longtemps. Mon café a refroidi dans ma main. Cette cabane dans les arbres n'était pas seulement un jouet d'enfant. C'était la seule chose que mon fils et son grand-père avaient construite ensemble. C'était des heures de travail acharné. C'était quelque chose qui signifiait quelque chose. Et Burgess l'avait détruite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé la police. Je savais comment ce genre de choses se passait dans un endroit comme celui-ci. Il avait de l'argent, des amis au conseil municipal. Même si je portais plainte, rien ne se passerait. Il dirait simplement qu'elle était sur la limite de sa propriété ou une absurdité de ce genre. Alors je suis rentré, je me suis assis à la table de la cuisine, puis je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai conduit 2 villes plus loin pour voir quelqu'un que je connaissais, un type à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Nous n'étions pas proches, mais nous avions une histoire commune. Je l'avais aidé une fois, maintenant c'était son tour. Je suis revenu avec quelque chose dans le coffre. C'était lourd, recouvert d'une bâche.
Le genre de choses qui ne laisse pas de questions quand on l'utilise correctement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai attendu. Je me suis assis dans le salon sombre jusqu'après minuit, les lumières éteintes. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel de la maison qui se tassait. Caleb dormait dans mon lit. Il n'avait pas dit grand-chose de la journée, il n'arrêtait pas de demander pourquoi quelqu'un ferait ça. Je n'avais pas de réponse. Je lui ai dit la vérité, je ne savais pas. J'ai attendu de voir les lumières s'éteindre chez les Burgess. Puis je me suis levée, je suis allée au garage et j'ai ouvert le coffre. Ce que j'avais n'était pas illégal, pas exactement. Mais c'était suffisant pour faire passer un message. Un long rouleau de film plastique industriel résistant, quelques gallons d'émulsion de poisson, du type que les paysagistes utilisent pour fertiliser le sol. Ça pue la mort, le poisson pourri et les ordures. Le genre d'odeur qui ne part pas au lavage. J'avais aussi un pied de biche, des clous et quelques autres choses que je ne nommerai pas. Je ne prévoyais de blesser personne. Je ne suis pas ce genre de type. Mais je n'allais pas le laisser s'en tirer avec ce qu'il avait fait à mon gamin. J'ai agi vite, en silence, avec des gants. J'ai enveloppé le dessous de son Porsche de plastique, je l'ai cloué solidement pour que rien ne fuit. Puis j'ai versé l'émulsion par une petite entaille que j'avais faite en haut. Elle s'est accumulée et s'est imprégnée dans le bois. L'odeur commencerait doucement, puis, une fois que la chaleur ferait effet, elle se répandrait dans le Porsche, le revêtement, peut-être les bouches d'aération. Je m'en fichais. J'ai aussi laissé autre chose, un panneau, identique à celui que Caleb avait fait pour la cabane dans les arbres. Même peinture, même écriture. Sauf que celui-ci disait, on voit tout d'ici. Je l'ai planté dans la pelouse, juste sous sa fenêtre de devant. Puis je suis parti. Le lendemain matin, je me suis assis sur le porche en buvant mon café, comme toujours. Burgess est sorti vers 7h30. J'ai vu le moment où il a remarqué le panneau. Puis il l'a senti. Il a commencé à crier après Marie. Elle est sortie, nauséeuse. Il a appelé quelqu'un au téléphone, marchant en rond, criant. Je n'ai pas dit un mot. 2 jours plus tard, une entreprise de nettoyage est arrivée. Ils portaient des masques. Le 3e jour, ils arrachaient les planches de son Porsche. Je l'ai entendu se disputer avec l'entrepreneur, quelque chose à propos de l'odeur qui était dans l'isolant. Je pensais que ce serait la fin. Mais ce ne fut pas le cas. La semaine suivante, je suis rentré du travail et j'ai vu la police à ma porte. Il y avait 2 officiers, un en uniforme et un en civil. Ils n'étaient pas agressifs, mais pas amicaux non plus. Ils m'ont demandé si j'avais un moment pour parler à l'intérieur. J'ai dit, bien sûr. Caleb était à l'école, mon père était sorti faire les courses. Ils sont entrés, ont regardé autour d'eux très lentement. Le type en civil m'a demandé si j'avais eu des problèmes avec mon voisin récemment. J'ai haussé les épaules et j'ai dit que nous n'étions pas exactement proches. Puis il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. C'était le panneau, celui que j'avais laissé dans le jardin de Burgess. Votre fils a fait ça, a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la photo. Il a attendu. J'ai fait l'original avec lui, ai-je dit, pour la cabane dans les arbres. Et avez-vous récemment mis un panneau comme celui-ci sur la pelouse de votre voisin? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, non. Il n'a pas insisté. Mais alors le policier en uniforme a dit, Monsieur Burgess prétend que vous avez vandalisé sa propriété avec des matériaux dangereux. Il porte plainte. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Je suis resté silencieux. Je n'allais pas mentir, mais je n'allais pas avouer non plus. Ils sont partis sans m'arrêter. Pas de mandat, pas d'accusation. Juste un avertissement que si quelque chose d'autre se produisait, on me surveillerait de plus près. Cette nuit-là, j'ai trouvé mon père assis sur le porche arrière. Il n'a rien dit, a juste allumé une cigarette, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Je sais que c'était toi, a-t-il dit après un long silence. Je n'ai pas répondu. Il a expiré lentement. Tu penses l'aider, mais ce n'est pas le cas. Ce genre de choses colle à un gamin. La colère, le silence. Ça ne disparaît pas.
J'ai hoché la tête, même si je n'étais pas d'accord. Puis il a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Tu deviens le genre d'homme que tu détestais. Ça m'a trotté dans la tête pendant des jours. Mais juste au moment où je commençais à penser que j'aurais peut-être dû laisser tomber, que j'avais peut-être été trop loin, c'est là que c'est arrivé à nouveau. Pas à moi, à quelqu'un d'autre. 2 maisons plus loin, les Jefferson avaient une balançoire dans leur jardin pour leurs petits-enfants. Rien de grand, juste une structure en bois avec 2 balançoires et un petit toboggan. Un matin, ils se sont réveillés et elle avait disparu. La même chose, coupée nette, laissée en morceaux. Personne n'a rien entendu. La femme de Monsieur Jefferson pleurait dans son allée. Il criait dans son téléphone, comme je l'avais fait. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement à propos de notre cabane dans les arbres. Burgess faisait ça à tous ceux qu'il n'aimait pas. Au moment où j'ai vu les débris de la balançoire, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas une chose ponctuelle. Ce n'était pas un vieil homme grincheux énervé par le bruit ou les limites de propriété. C'était du contrôle. Burgess voulait que tout le monde dans cette rue vive selon ses règles. Pas de bruit, pas de rire d'enfant, pas de rappel que la vie existait en dehors de sa fenêtre. J'ai marché directement vers l'allée des Jefferson. Monsieur Jefferson essayait de soulever l'une des poutres cassées, mais il a plus de 70 ans. Je l'ai aidé à la ramener près du cabanon. Ses mains tremblaient. Nous n'avons pas demandé la permission, a-t-il murmuré. Il a dit que nous encombrions la vue. C'était pour nos petits-enfants. Ils ont 5 et 7 ans. Cette nuit-là, j'ai convoqué une réunion. 7 voisins sont venus, 2 familles avec de jeunes enfants, un jeune couple, les Jefferson, une mère célibataire d'en face. Tout le monde avait une histoire, chien qui aboie, lettres d'avertissement, visite des inspecteurs du code, plaintes anonymes à l'association des propriétaires. Tout menait à Burgess. Il déposait des plaintes pour bruit, se plaignait des couleurs de peinture, a même fait infliger une amende à quelqu'un pour avoir garé sa voiture trop près du trottoir. Et le pire, personne ne s'était jamais opposé à lui. Il savait comment le garder juste assez légal pour éviter de vrais ennuis. Et les gens d'ici, ils n'aimaient pas les conflits. Ils voulaient juste vivre en paix. Mais nous ne vivions pas en paix. Nous vivions dans la peur. Alors nous avons fait un plan. Rien d'illégal, pas de vandalisme, pas de menaces. Mais nous allions le mettre mal à l'aise. Nous allions lui donner un avant-goût de ce que c'était que de vivre entouré de gens qui se fichaient éperdument de ce qu'il aimait. Chaque enfant de la rue a reçu de la craie de trottoir et on leur a dit de couvrir leur allée. Les gens ont commencé à mettre la musique un peu plus fort le soir. Quelqu'un a sorti une batterie dans son garage. Les Jefferson ont accroché des guirlandes lumineuses sur leur clôture et ont eu leurs petits-enfants tous les jours après l'école. Et j'ai fait la seule chose que je savais qui le pousserait à bout, j'ai reconstruit la cabane dans les arbres. Pas la même. Plus grande, plus lumineuse. Et cette fois, j'y ai mis un projecteur à détecteur de mouvement. Quand on regardait depuis la maison de Burgess la nuit, elle s'illuminait comme un phare. Je savais qu'il essaierait quelque chose. Et il l'a fait. Une semaine plus tard, je l'ai surpris dans mon jardin avec des cisailles. Il était 2h17 du matin. Je m'en souviens parce que j'ai regardé l'horloge juste après avoir entendu le cliquetis métallique à l'extérieur, comme si quelqu'un heurtait un piquet de clôture ou laissait tomber un outil. Au début, j'ai cru que c'était un raton laveur, mais quand j'ai regardé par la fenêtre arrière, je l'ai vu. Burgess. Debout dans mon jardin, tout de noir vêtu, des cisailles à la main, visant la base de l'échelle de corde. Le projecteur ne s'était pas allumé parce qu'il était venu par derrière, par le terrain latéral, évitant le capteur. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi. J'ai attrapé la batte de baseball derrière la porte, je n'ai pas mis de chaussures, je suis juste sorti en courant pieds nus par l'arrière, le cœur battant la chamade. Je n'ai pas crié au début, je n'en ai pas eu besoin. Il m'a vu, s'est figé comme un enfant surpris en train de voler, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il a eu l'air effrayé. « Qu'est-ce que tu fous ?» ai-je dit, la voix basse, tremblante. Il a essayé de parler, a essayé d'inventer quelque chose. « C'est un danger. » J'allais. « Si tu fais un pas de plus, j'appelle la police. » Il a reculé d'un pas, puis d'un autre.
J'ai le droit de... Non, tu n'as pas le droit. Plus maintenant. Si tu t'approches encore de ma famille, tu regretteras que je n'ai pas appelé la police à la place. Il est resté là une seconde de plus, puis a laissé tomber les cisailles et s'est éloigné. J'ai appelé la police quand même. Ils sont arrivés 20 minutes plus tard, ont pris une déposition, ont trouvé les cisailles dans mon jardin. J'avais la vidéo de la caméra que j'avais installée derrière le cabanon, une qu'ils n'avaient pas vue. Ça aurait dû être la fin. Mais une semaine plus tard, Burgess a déposé une ordonnance restrictive contre moi. Il a dit que je l'avais menacé, que je l'avais harcelé, que j'encourageais l'hostilité du voisinage, que je rendais sa vie insupportable. Il a même montré au tribunal des photos de la nouvelle cabane dans les arbres et a dit que le projecteur était du harcèlement ciblé. Et d'une manière ou d'une autre, le juge a accordé une ordonnance temporaire. Il a dit que nous devions nous calmer, que je ne pouvais pas m'approcher à moins de 100 pieds de sa propriété. J'ai dû dire à mon fils qu'il ne pouvait plus jouer dans son propre jardin. C'est alors que mon père m'a pris à part et m'a dit, si tu veux battre un homme comme ça, tu ne te bats pas avec tes poings. Tu le saignes lentement, comme il a saigné ce quartier pendant des années. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. En silence, avec soin. Et ça a marché. Ça a commencé avec les permis. J'ai déposé une demande de consultation de documents publics auprès de la ville. Il a fallu moins d'une semaine pour obtenir des copies de toutes les améliorations, structures et clôtures que Burgess avait installées sur sa propriété au cours des 10 dernières années. Il y avait des lacunes, des permis expirés, une extension de patio qui ne respectait pas les exigences de recul, un mur de soutènement qui n'avait pas de certificat d'inspection. C'était suffisant pour soulever des sourcils, surtout avec la bonne pression. J'ai envoyé des tuyaux anonymes au bureau de zonage. Puis je suis allé plus loin. J'ai trouvé un groupe Facebook pour notre comté, principalement des petits entrepreneurs et des agents immobiliers. J'ai posé quelques questions innocentes sur les hauteurs légales des clôtures, les agrandissements de maisons et les arbres près des limites de propriété. Certains inspecteurs du code local faisaient partie du groupe. Je me suis assuré qu'ils voient les photos. En un mois, Burgess a eu 2 inspecteurs de la ville à sa porte. J'ai observé depuis mon porche comment il parcourait sa propriété, prenant des photos et des notes, tandis qu'il les suivait, le visage rouge et criant. Il a reçu une contravention, puis une amende, puis un avis formel de retirer l'extension du patio ou de demander une audience de dérogation. Je ne me suis pas arrêté là. Quelqu'un a déposé anonymement une plainte concernant sa clôture empiétant sur une servitude publique. Un autre tuyau sur des problèmes de drainage de ses gouttières. Chacun l'ébranlait lentement, légalement, par écrit. Et pendant que tout cela se passait, le voisinage s'est refroidi. Les gens ont cessé de le saluer. Les enfants évitaient son jardin. Quelqu'un a jeté des œufs sur son allée une nuit. Je ne savais pas qui, je n'ai pas demandé. Et la meilleure partie, je ne lui ai jamais mis la main dessus. Chaque mouvement que j'ai fait était par des canaux, des traces écrites, des chuchotements silencieux. Il a commencé à s'effondrer. Un matin, je l'ai vu debout dans son jardin de devant, fixant simplement la maison des Jefferson. Rien ne se passait, il observait juste, comme s'il attendait que quelqu'un fasse une erreur. Puis, une nuit, quelque chose a changé. Sa femme est partie. Je l'ai vu s'éloigner dans un SUV plein à craquer. Elle n'est pas revenue. Les voisins ont dit qu'ils s'étaient disputés sans arrêt, qu'elle ne pouvait pas dormir avec le stress constant, les inspecteurs, l'odeur qui persistait encore sous certaines parties de la maison, peu importe combien il frottait. Qu'il était obsédé par nous. Le lendemain, son panneau à vendre est apparu. Ça aurait dû être une victoire, mais ce n'en était pas une. Le jour où le panneau est apparu, Caleb était assis sur la terrasse de la cabane dans les arbres avec un livre sur ses genoux. Il n'a rien dit, a juste regardé la maison de Burgess, puis la cour où toutes les planches cassées avaient été autrefois. Je l'ai rejoint là-haut, je me suis assis à côté de lui. Il n'a pas levé les yeux de la page. Est-ce qu'il part à cause de nous, a-t-il demandé. Je ne savais pas comment répondre. Techniquement, oui, mais pas à cause de Caleb, pas directement, et certainement pas pour les raisons qui auraient un sens pour un enfant. Il a pris beaucoup de mauvaises décisions, ai-je finalement dit. Les gens ont arrêté de le supporter.
Caleb a hoché la tête, silencieux. Une semaine plus tard, des camions de déménagement sont arrivés. 2 types portaient des cartons pendant que Burgess aboyait des instructions. Pas de mari, pas d'amis, personne pour l'aider. Juste lui, arpentant les lieux dans cette chemise boutonnée qu'il portait toujours, essayant encore de donner l'impression qu'il contrôlait la situation. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Ni quand il a quitté le Porsche, ni quand il a descendu l'allée. Mais j'ai regardé. Pas avec fierté, pas avec joie. Juste de l'épuisement. Cette nuit-là, après le départ des camions, mon père et moi nous sommes assis sur les marches arrière. Il m'a tendu une bière et a dit, « Tu as gagné. » Je n'ai pas répondu, parce que je n'étais plus sûr de ce que signifiait gagner. J'ai regardé la cabane dans les arbres, illuminée dans l'obscurité, et j'ai pensé à la façon dont tout avait commencé, un projet tranquille entre un grand-père et un garçon. Quelque chose d'innocent, quelque chose de bien. Et maintenant, il y avait ce vide autour, cette douleur. Tout ça parce qu'un homme ne supportait pas le bruit des enfants qui rient. Parfois, je me demande si Caleb se souviendra de la cabane dans les arbres, ou s'il se souviendra de l'homme qui l'a démoli, et du père qui s'est discrètement assuré qu'il ne le referait plus jamais. Quoi qu'il en soit, je ne lui ai pas tout dit, et peut-être que je ne le ferai jamais. Mais quand je le vois assis là-haut maintenant, les jambes se balançant au bord, regardant le quartier comme s'il lui appartenait enfin à nouveau, je pense juste, ça n'aurait jamais dû demander autant pour se sentir en sécurité dans son propre jardin.